Je voudrais maintenant effectivement donner la parole à Pierre-Luc Désiel. Pierre-Luc qui est chercheur à la faculté de droit de l'Université Laval. Je ne ferai pas une longue biographie. Je veux surtout remercier Pierre-Luc qui nous a suivis tous et toutes tout au long de ce colloque, qui a suivi les conférences et les tables rondes que nous avions en direct aujourd'hui, mais aussi, et ça me permet d'y faire un clin d'œil, les tables rondes qui ont été préenregistrées et qui seront rendues accessibles et qui avaient la difficile tâche, mais non moins intéressante, d'essayer de nous en dégager les grandes lignes et puis une synthèse. Donc, Pierre-Luc, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, merci. Avant de commencer, là, je voudrais vraiment remercier Carole, Cécile de m'avoir invité à être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'être là et puis j'ai eu beaucoup de plaisir là, à écouter les panels et les capsules aussi. Donc, félicitations aux intervenants et intervenantes aussi parce que c'était vraiment très riche et très intéressant et on m'a donné une tâche qui est assez complexe en fait de résumer tout ça ou en tout cas d'essayer de faire un peu le point de synthèse. Avant peut-être de commencer cette synthèse-là, j'aimerais faire un point pour souligner et féliciter les organisateurs aussi d'avoir décidé en quelque part d'offrir ce colloque à François Laviolette. Je trouve que c'est une idée qui est excellente et qui mérite d'être souligné, d'être félicité. Je pense qu'il aurait été assez content de voir qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui. Je peux peut-être vous faire une anecdote de ce côté-là. J'ai rencontré François, puis je pense que c'est important de le dire, à ma première année à la faculté de droit, première année comme professeur à l'Université Laval. Et c'était un des premiers professeurs, un des premiers collègues, avec Lise Langlois d'ailleurs, à m'inviter à participer aux discussions un peu à l'extérieur de la faculté sur l'intelligence artificielle, la protection des renseignements personnels, puis qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait un peu rentrer dans leur cercle, dans leur discussion. Et Lise, à un certain moment, nous a demandé à François et moi de piloter un petit chantier là, à l'intérieur de l'IDEA, l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, sur les données massives, sur l'intelligence artificielle, de commencer à faire un peu des réflexions là, sur l'impact éthique derrière tout ça. On a fait quelques petites choses. On a organisé en partie la journée de la Déclaration de Montréal quand ils sont venus à l'Université Laval. On a fait des conférences à l'interne, notamment avec Antoinette Rouvroy, par exemple. On a lancé le cycle de séminaires publics Synergia, auquel d'ailleurs Cécile a participé au début aussi. Et c'est dans ce contexte-là, en tout cas, que moi, j'ai été amené à voir François développer un peu cette pensée-là, puis à nous la communiquer, en tout cas, sur cette idée de pacte social. On en a parlé au début, cette idée de pacte social-là. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'en avais entendu parler, c'est à l'occasion de ces rencontres-là, et j'ai été, comme je peux vous dire, un témoin assez privilégié de cette pensée-là qui a développé et qu'on a été tous et toutes très chanceux, là, finalement, d'être près de lui pendant qu'il communiquait tout ça. Juste pour vous dire, j'ai fouillé, là, je ne sais pas si je peux partager mon écran, je pense que oui. J'ai fouillé dans les anciennes, est-ce que vous voyez, ouais, dans les anciennes conférences que j'ai données à cette époque-là, vous pouvez voir, une conférence de mars 2018, donc presque, il y a plus de 4 ans finalement, et vers la fin, je parlais justement de l'idée du contrat social. Hein? Et je le disais à l'époque et je le dis encore à chaque fois que j'en pense, une idée que François m'avait transmise, qu'il développait. Et puis moi, c'est vrai qu'à l'époque, je sortais un petit peu beaucoup de la philosophie politique et je pensais que quand il parlait d'un contrat social, c'était au sens de Rousseau, au sens de Locke, de Rawls, alors que c'était pas du tout ça. Il y avait quelque chose de beaucoup plus riche. Derrière tout ça, ici, vous regardez même un peu plus loin dans les diapositives d'il y a 4 ans, on parlait justement de l'idée de la valorisation des données, qu'on ait certains sites web pour publier les résultats de recherche, pour revaloriser les données, des choses qu'on a discutées aujourd'hui aussi. Donc, cette idée, en quelque part, du pacte social, elle n'est pas nouvelle et c'est quelque chose qu'on discute depuis un certain moment et je pense que il y a plusieurs éléments qui ont été élaborés aujourd'hui qui touchent à ce pacte-là. Et donc, tout ça pour dire que je trouve que c'était très judicieux, mais aussi très honorable là, de vouloir dédier ce colloque-là à François Laviolette. Donc, pour ma synthèse, je vais essayer d'être tout aussi rapide. J'ai décidé de l'appeler
donner un petit titre, en fait, qui est celui de la réciprocité. C'est un mot qu'on n'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. En fait, moi, je ne l'ai pas entendu, mais bon, je ne pense pas l'avoir entendu, mais c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent ou sous-tendant à tout ce qui a été dit. Quand on parlait du pacte social et quand François en parlait, il parlait beaucoup de cette importance de la réciprocité. C'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, on va recevoir des données personnelles, des renseignements sur la santé. C'est des choses qui sont excessivement importantes. On nous les confie pour essayer de générer des recherches qui peuvent avoir des impacts positifs pour la société, mais aussi on a quelque part un devoir moral là, de retourner vers les personnes qui nous ont confié ces données-là, donc les patients, les citoyens, les jeunes, les plus vieux, peu importe, et de retourner vers eux un peu dans cette idée de contrat social-là pour leur expliquer dans une certaine mesure qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là, comment est-ce qu'on les protège, comment est-ce qu'on assure une certaine forme de sécurité, mais aussi de leur expliquer c'est quoi les retombées positives de ce traitement de l'information-là. Quand on parle de contrat, on parle qu'il y a deux parties qui vont avoir certaines obligations, c'est pas juste un qui prend de l'autre, l'autre va devoir aussi certaines choses. Donc, l'idée de cette réciprocité-là, je pense qu'on doit la mettre vraiment au cœur de ces idées d'acceptabilité sociale dans un contexte d'utilisation secondaire des renseignements dans un contexte de santé, dans un contexte de recherche. Cette réciprocité-là, donc, elle va vraiment prendre la forme d'un dialogue. Hein? Donc, c'est pas juste qu'on prend les données, il y a un dialogue. Carole parlait d'un dialogue société-communauté scientifique. Alors, j'ai essayé de décliner ce dialogue-là dans avec trois grandes catégories, essayer de reprendre un peu ce qui a été dit à travers le colloque. Et la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on parle vraiment d'un dialogue ouvert. Hein? C'est-à-dire, les chercheurs vont aller chercher de l'information, mais doivent communiquer, doivent dire de manière très ouverte, très transparente aux utilisateurs, aux générateurs de données, patients, citoyens, qu'est-ce qu'on en fait. Il y avait deux choses qui sont sorties, qui ne sont pas exactement la même chose pour moi, mais la première est celle de l'explication. Hein. C'est ce qui a été assez clair à travers le colloque, qu'il fallait expliquer aux citoyens, citoyennes, aux patients, patientes, qu'est-ce qu'on veut dire par données de santé. Hein? Si on veut avoir une acceptabilité sociale, il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est vraiment leurs données de santé, qu'on dit on prend les données de santé pour en faire certaines choses. Quelles sont les grandes utilisations qu'on peut faire de ces renseignements sur la santé-là? Quels sont les avantages de leurs utilisations? On pourrait parler, je vais en parler un petit peu plus tard aussi, des grandes retombées. Hein? Le panel étudiant en parlait aussi à la fin. Quelles sont les grandes retombées, les grands avantages de l'utilisation des données? Le Vox Pop de Cécile mettait bien en lumière aussi finalement que les gens étaient intéressés à valoriser les données. Hein? Ça permet d'accélérer la recherche, de découvrir des nouvelles pistes pour des nouveaux diagnostics, des nouveaux traitements. Mais aussi, et ça a été souligné, je pense que c'est très important, cette notion d'expliquer les risques. Hein? Et je pense qu'il ne faut pas faire l'autruche. Des fois, les gouvernements le font, et notamment, là, je me permets une parenthèse avec les applications de traçage, dire que tout est parfait, il n'y aura jamais aucun problème. Décision éclairée, et dans ce souci d'explication-là, et donc d'un dialogue ouvert, pas juste donner ce qui est beau, mais peut-être aussi communiquer quels sont les risques. Quels sont les risques? Pourquoi est-ce qu'on les prend au sérieux et quelles sont les mesures qu'on va prendre pour tenter de les mitiger, de faire en sorte qu'on puisse contrôler au maximum ces risques-là. Il y a aussi la question de la transparence, hein, qui n'est pas juste d'expliquer, mais d'être transparent sur qu'est-ce qu'on en fait, où sont rendues ces données-là, qui les a entre ses mains. Dans le Vox Pop, il y avait beaucoup cette phrase qui revenait « ce sont mes données, c'est à moi ces données-là hein? ». Et donc, OK, vous nous les confiez, on vous a expliqué c'est quoi que vous nous confiez, c'est quoi les avantages, les inconvénients, mais aussi, peut-être qu'on devrait vous dire qui a eu accès à vos données. Donc, de manière très granulaire, dans quel type de projets ils ont été utilisés. Ces projets-là, qu'est-ce qu'ils ont amené comme retombées? Qui a eu accès, à quel moment et quelles sont les retombées positives de cette valorisation-là? Dans le projet de loi 19, on en a parlé et on en a parlé plusieurs fois. Il y a plusieurs obligations hein, en termes de journalisation des accès, en quelque part, ce qu'on pourrait amener de traçabilité des données pour que les gens, une fois qu'ils nous confient les données, ils voient où sont, c'est quoi les routes que ces données-là ont pris, pas simplement pour un retrait de consentement, mais vraiment avoir cette idée,
en quelque part, d'implication, d'engagement. Mes données, quand je les donne, elles ne font pas juste rester dans un entrepôt de données, elles sont vraiment mobilisées, sont vraiment utilisées et de manière très transparente. Qu'est-ce qu'on fait? De manière très transparente, ça voudrait sans doute dire aussi que, finalement, il y a certaines recherches auxquelles on a généré des choses qui sont très intéressantes, mais aussi certaines choses, finalement, qui, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. En quelque part, cette idée d'être très transparent, d'être très ouvert avec cette idée de la valorisation des données. Et j'ai trouvé l'idée assez intéressante aussi de dire de la transparence, même quand mes données sont anonymisées, d'être capable d'avoir cette traçabilité, de savoir où sont allées mes données, même s'ils sont allés de manière anonymisée, parce que normalement, on va réfléchir à cette idée que quand on anonymise, on dépersonnalise des données, on brise un peu le lien avec la personne à la base, alors que ça peut peut-être la concerner encore. Donc, un dialogue ouvert, mais aussi un dialogue d'égal à égal. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui, hein, cette idée de pas d'aller dans la condescendance, de ne pas aller dans l'infantilisation non plus. Donc, dans un premier temps, un dialogue qui va passer par une communication scientifique, une vulgarisation. On parle d'explications, il faut que ce soit des explications claires, qui soient compréhensibles et qui soient, en quelque part, là j'ai juste le mot en termes, mais personnalisées, mais tailored, adaptées au public auxquels ils sont destinés. Et on en a parlé, la relève, même si ce n'est pas un bloc monolithique, hein, comme ils l'ont dit, ce sont aussi des citoyens et des patients, que ce soit fait sans condescendance, hein, qu'il y ait une forme de vulgarisation, mais que ce ne soit pas le chercheur là, qui vient vous expliquer les choses dont bien difficiles qu'il est capable de faire, mais en prenant toutes les pincettes et les gants blancs parce que peut-être ça va être difficile pour vous de comprendre, de vraiment faire ça dans un contexte d'égal à égal, de vulgarisation et que l'idée de faire de la vulgarisation, ce n'est pas non plus quelque chose de facile. Il y aurait peut-être une formation supplémentaire à donner et je serais le premier peut-être à le dire, même auprès des chercheurs, auprès des profs, là, comment est-ce qu'on vulgarise correctement et que c'est quelque chose qui ne se fait pas facilement. Donc, de ne pas le traîner juste un peu en arrière-pensée puis quand il sera rendu, on le fera. Vraiment que ce serait de la vulgarisation par design, qu'il faut que ça soit réfléchi dès le début des projets peut-être, ou même de ces grandes démarches de valorisation. Donc, il y a une éducation à faire auprès de la communauté scientifique aussi, donc pas juste une éducation du public et des patients de qu'est-ce qu'on fait avec les données, mais une éducation du milieu scientifique aussi, de comment faire ce dialogue-là, comment faire cette valorisation d'une manière qui soit respectable, d'égal à égal, mais aussi, puis on l'a vu tout à l'heure, d'expliquer peut-être aussi qu'est-ce que la recherche scientifique dans cette perspective de vulgarisation. Pas juste les résultats, mais qu'est-ce que c'est en tant que tel la recherche scientifique. Et tout ça tournait un peu autour de cette idée, puis j'ai sauté un point, que si on veut un consentement, on a parlé de consentement qui soit éclairé, il faut justement qu'il y ait eu cette communication d'information. Donc, un dialogue d'égal à égal qui passe par une communication, une explication, une vulgarisation des résultats de la science, mais aussi on va favoriser la participation de la société civile. Hein? Et ça, je pense que ça a été très, très clairement dit. Même qu'on va favoriser la participation dans ce dialogue-là, il faut éviter l'infantilisation, il faut agir avec compassion quand on implique les patients, les citoyens, les étudiants, reconnaître, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, que certaines craintes sont légitimes. Hein? On parlait des risques, il y a des risques. Ces risques-là sont légitimes, de les prendre au sérieux dans ce dialogue d'égal à égal. Donc, d'impliquer les acteurs civils dans la co-construction des initiatives et de la définition même de ce qu'est l'acceptabilité sociale. Hein? Ça, je pense que dans l'idée qu'on va vouloir, et je pense que ça nous touche aussi, nous, dans les discussions qu'on a avec Carole, Cécile et plusieurs autres, d'impliquer la société civile, les patients dans la définition même de ce qu'est l'acceptabilité sociale. Que pour ce faire, on l'a vu avec nos amis de Sciences Anno qui ont fait une excellente présentation. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Personnellement, je ne connaissais pas cette initiative-là. J'ai trouvé ça exceptionnel. Puis, il y a différentes méthodes. Donc, on peut utiliser des forums, des ateliers, des études de cas, des dossiers pédagogiques, même des bandes dessinées, des quiz, des débats présentiels. Il y a plein de choses qui sont à notre disposition. Il y a une littérature foisonnante qu'on peut utiliser pour engager ce dialogue d'égal à égal et qu'il y a différents outils technologiques qu'on peut utiliser, des plateformes, Miro, là, qu'on commence de plus en plus à connaître aussi, et des applications. Et ce qui est intéressant dans cette présentation-là aussi, je me suis dit, presque un débat tripartite, si on met la société civile et les patients dans le même bateau, sinon ça serait 4 parties, peu importe, de mobiliser un peu plus les décideurs aussi. Hein. Cécile, on en parlait, qu'est-ce qu'on dirait au premier ministre dans l'ascenseur? Ben, pourquoi pas l'inviter à un colloque au lieu juste d'essayer d'espérer le coller dans un ascenseur? Ça pourrait être intéressant. Donc,
un dialogue ouvert, un dialogue d'égal à égal, mais aussi un dialogue qui serait structuré. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui a été évoqué. Peut-être que le premier point, je trouvais ça très intéressant, ça serait d'avoir un cadre de gouvernance des données, évidemment, qui serait sans doute co-construit, qui serait un peu le point de départ de cette conversation-là, hein? Mais en même temps qui serait le fruit des premiers échanges de cette conversation-là, où on pourrait avoir une espèce de socle commun où on se met d'accord sur certaines définitions, sur certaines utilisations, ce fameux pacte-là, dans une certaine mesure, les types de données qu'on va chercher, les standards qu'on va aller chercher, c'est quoi vos données de recherche, où est-ce qu'on peut communiquer cette forme de valorisation des données, qui est quelque part un premier cadre là, qu'on met en place. Je trouvais très intéressant que les acteurs nous disent que ça serait déjà une action concrète, hein, ça serait déjà un résultat là, sur lequel on pourrait construire, puis après évoluer dans ce contexte-là. Donc, ce cadre de gouvernance des données prendrait sans doute aussi certains éléments du pacte ou cohabiterait, je ne sais pas comment on articulait cette relation-là, du pacte dont François Laviolette nous parlait. Donc, ce cadre-là pourrait évidemment nous amener à avoir un dialogue qui serait constructif, serein, sain. Évidemment, les discussions en ce moment, on le sait, hein, je pense qu'il y a une autre colloque à la France qui parle sur la crise épistémique, sur les débats autour de la science, de la vérité de la science, tout ça, ça serait, je pense qu'il y aura des balises à réfléchir, voir comment est-ce qu'on a ce dialogue-là de manière sereine et saine. Je ne comprenais pas pourquoi François parlait de cette manière-là. Maintenant, c'est plus clair maintenant pour moi. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un dialogue serein et sain? Je pense qu'il avait anticipé certaines de ces choses-là. Et le dernier grand point, je pense, cette idée d'avoir un principe de réciprocité qui viendrait articuler un dialogue à plusieurs parties qui serait à la fois ouvert d'égal à égal, mais structuré, ça serait vraiment de nourrir cette confiance. Je pense que s'il y a un mot là, clair qui est revenu, la confiance qui est primordiale à nourrir, à entretenir, à ne pas prendre pour acquis, même dans le secteur public, même pour les chercheurs, même pour la communauté scientifique, dans ce contexte de crise épistémique, si on veut, ne pas la prendre pour acquis, mais vraiment la nourrir. Ça revient à l'idée de ne pas infantiliser les personnes, de ne pas agir avec condescendance, de prendre au sérieux leurs inquiétudes, leurs craintes, et donc de nourrir cette confiance-là, ne serait-ce que parce que si on n'est pas dans une relation de confiance, on ne peut pas espérer que les patients, les patientes, les citoyens, les utilisateurs du système de santé nous confient leurs données si on n'est pas capable d'entretenir cette confidentialité-là. Je pense que je le dis à chaque conférence, mais ce n'est pas pour rien que tous ces mots-là ont la même racine étymologique. Hein. Et que si on tombe dans un climat de méfiance, ça va être difficile d'avoir accès aux données. On ne confie pas des données à des personnes avec qui on entretient certains sentiments de méfiance. Donc, une relation de réciprocité ou un principe de réciprocité dans ce dialogue d'égal à égal, ouvert, structuré, pour nourrir une confiance qui, espérons-le, serait un des éléments clés à favoriser cette acceptabilité sociale du partage des renseignements personnels sur la santé à des fins de recherche et de découverte scientifique. Donc voilà, j'espère que j'ai dépassé de 3 minutes. J'ai trouvé qu'on a cédé la parole à E15. C'est très rare que les colloques vraiment soient aussi bien millimétrés au niveau du temps. Je suis désolé d'avoir un peu gâché tout ça en prenant 4 minutes de plus. Mais voilà, donc encore félicitations à tout le monde pour le colloque et merci vraiment d'avoir dédié tout ça à François. Je pense que c'était un très, très, très beau geste et en tout cas, personnellement, j'apprécie beaucoup. Alors, d'abord, là, il n'y a aucun impair sur le dépassement de temps. On en aurait pris plus. Je pense que les commentaires dans le chat disent quelle synthèse remarquable et moi, je ne peux que abonder. J'aurais utilisé magistral. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment très, très éclairant, très... ça nous permet, Pierre-Luc, et je t'en remercie, de repartir avec une feuille de route bien tracée qui replace bien l'ensemble des concepts, mais aussi des choses pour lesquelles on doit vraiment prêter beaucoup de vigilance si on veut s'assurer d'avoir cette confiance que tu as mis en si gros et si importante dans cette perspective de réciprocité. Et je le confirme,
Je ne crois pas que le mot était sorti encore, donc bravo pour ça. Et merci pour la feuille de route. Vraiment, on te redemandera d'autres synthèses, promis. Avec grand plaisir de faire. On arrive à la fin du colloque. Je voudrais remercier tous nos panélistes, conférenciers, conférencières et la diversité qu'ils et qu'elles représentaient. On avait des citoyens, des patients partenaires, des décideurs, des chercheurs, des chercheuses, des étudiants, des étudiantes. Je ne referai pas le tout. Merci à tout le monde d'avoir fait que ce colloque soit instructif, informatif, plaisant, nous pousse à réfléchir, nous donne le temps aussi de nous forger notre opinion, ce qui est absolument essentiel à mon avis si on veut avoir une participation éclairée. On vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est enregistré, donc on peut y revenir, y regoûter, y re-regoûter, en entrée, en plat, en dessert, n'importe quand à un moment donné, pendant l'été au bord d'une piscine, en plein hiver en attendant le ski. On n'a pas fini de faire le tour de ce congrès-là. Il me reste un mot à dire. Je voudrais remercier la personne qui était absolument clé pour que tout se mette en place, qu'on arrive dans les temps, qui a été assidue, mais toujours délicate avec l'ensemble des conférenciers et qui est Cécile Petitgand, qui fait toujours ça avec beaucoup de style, de douceur, et on n'a jamais envie de lui dire non. Donc, merci Cécile pour ça, merci à tout le monde. Et puis, bonne continuation de l'ACFAS qui nous a accueillis sur sa plateforme.